Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. C'est le troisième d'une série de 4 épisodes dédiés à la fertilisation et à la fertilité des sols. Et pour rappel, on a eu Florian Barallon qui nous a fait 2 webinaires. Un premier où il nous a rappelé les bases du fonctionnement du sol et de la fertilité des sols, suivi par un deuxième webinaire qui était dédié aux analyses de sol. Et donc là, on est rendu sur un troisième webinaire avec Guillaume qui se présentera après et qui nous fera le plaisir de nous présenter les besoins des cultures, la fertilisation et les outils d'aide à la décision. Et pour rappel, on aura un dernier épisode qui aura lieu jeudi prochain sur la reconception de systèmes et un peu les leviers un peu agroécologiques qui permettent de reconquérir une fertilité des sols. Et donc ça, ce sera jeudi prochain. Juste pour rappel, on laisse Guillaume présenter pendant une petite heure ses diapositives et on garde un temps d'une bonne demi-heure à la fin pour les questions-réponses, comme d'habitude. Donc, vous pouvez vous poser vos questions dans le chat, on les prendra, puis on les abordera à la fin du temps présenté par Guillaume. Voilà, donc je laisse la parole à Guillaume de suite et bon webinaire à tous. Merci Adrien. Effectivement, aujourd'hui, on va parler fertilisation et plus particulièrement des besoins des cultures et puis les outils d'aide à la décision qu'on peut avoir pour piloter la fertilisation. Donc moi, c'est Guillaume Bouchard, le monsieur dans le trou là à gauche, c'est moi qui est en train de faire un profil de sol. Je suis agronome et je Attendez, suis basé à attendez, Saint-Saulin-du-Get dans le moi, département de lorsque j'ai l'Ain. reçu, Donc je suis agronome depuis 2017. Je me suis spécialisé en fait dans l'amélioration de la fertilité des sols, parce que j'ai beaucoup vu des sols un peu moins fertiles et qui commençaient à avoir des problèmes dans les cultures. Donc, je me suis beaucoup formé et axé là-dessus. Et de plus en plus aussi, j'axe mon travail en parallèle sur la gestion et la pilotage de la ferme parce qu'on a, c'est pas une surprise, hein, on a aussi des problèmes économiques dans la gestion et le pilotage de la ferme. Donc, ça va évidemment en lien avec l'agronomie. Donc j'accompagne les agriculteurs pour ça. J'ai fondé la société Agrocohérence en 2023 et du coup, je fais de l'accompagnement à la fois individuel pour les agriculteurs, en collectif, je fais de la formation et je suis principalement basé dans l'Ain, le Rhône, un peu l'Isère et un peu la Côte d'Or aussi maintenant. Du coup, rapidement, voici le plan que on va suivre pour la présentation. L'objectif pour moi, c'est que vous puissiez comprendre un peu pourquoi la réduction azotée elle est importante et puis dans quel cadre vous, en tant qu'animateur, vous voulez accompagner vos agriculteurs. Du coup, on fera un rapide rappel de la fertilité des sols et de la place qu'a la fertilisation dans cette fertilité-là. On verra rapidement les enjeux de la réduction des intrants. On parlera de votre rôle en tant qu'animateur et on détaillera la fertilisation, donc les besoins des plantes, les formes d'azote, les OAD, tout ça. Donc, je vais parler à peu près 3 quarts d'heure. On se laissera un peu de temps aussi pour les questions à la fin. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Et je ferai une petite ouverture et un exemple d'animation pour montrer comment vous, en tant qu'animateur, pouvez accompagner vos groupes. Voilà. Donc un rapide rappel. Donc ça, c'est la diapo qu'avait présenté Florian la dernière fois lors du webinaire. C'est important pour moi de reprendre ça parce que la fertilisation, comme vous le voyez dans cette diapositive, elle fait partie de la fertilité chimique du sol, c'est-à-dire à quel point le sol est capable de nourrir les plantes. Et donc la fertilisation vient dans ce cadre-là de comment je peux apporter les éléments minéraux pour que ma plante pousse. Mais ce n'est qu'une brique de la fertilité globale du sol, c'est-à-dire de la capacité du sol à faire pousser une plante. Et les deux autres pans qui sont d'autant plus importants et aussi importants, c'est la fertilité physique. Donc, ce qui est la texture du sol, la structure des sols, la porosité, tout ça, c'est hyper important parce que si vous fertilisez dans un sol qui est très compacté, ben, vous allez avoir une fertilisation qui est peu optimisée. Et troisième point de la fertilité biologique, c'est toute la partie pardon, de la fertilité des sols, c'est la partie biologique. Donc, c'est tous les organismes vivants qui sont dans vos sols, que ce soit les vers de terre, les bactéries, les champignons. Eux vont venir manger la matière organique, structurer vos sols et fournir des éléments fertilisants pour vos plantes. Là, pareil, si c'est
une fertilité qui déconne un peu dans vos sols, euh, eh ben, vous allez avoir des cultures qui vont moins pousser. Et donc, dans ce cadre-là, la fertilisation, elle rentre aussi en jeu pour cette fertilité-là. Donc, bien garder en tête que la fertilisation, ça fait partie de la fertilité des sols, mais que c'est pas la seule chose, quoi. Et voilà. Pourquoi est replacer aussi la fertilisation, donc pourquoi l'enjeu global, c'est de réduire les intrants azotés. Euh, pour la ferme, il y a un enjeu d'économie d'énergie, c'est-à-dire de réduire la consommation énergétique de la ferme. Parce que si on fait un bilan carbone d'une ferme, on va dire, grosso modo, en système céréalier, plus de 80% d'un bilan carbone d'une ferme, c'est l'utilisation d'engrais, quoi. La ferme, elle a un impact carbone, on va dire énergétique, d'autant plus par l'utilisation d'intrants que le gasoil qui est brûlé dans les tracteurs, quoi. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Et du coup, en lien avec ça, c'est que la ferme, en réduisant les consommations énergétiques, elle va réduire l'atténuation du changement climatique euh, par la réduction des intrants et aussi par le stockage de carbone réalisé par la photosynthèse. Il y a deux autres enjeux aussi, c'est que réduire les intrants, ça a un effet aussi sur la qualité de l'eau. On limite les fuites de nitrate et on protège notre ressource en eau, qui est notamment notre ressource en eau potable. Et il y a un dernier enjeu qui est hyper important aussi, c'est que si l'agriculteur réduit ses intrants azotés notamment, ça a aussi un effet d'amélioration de la marge, de rentabilité de la ferme, qui est un vrai enjeu économique aussi pour la ferme d'aller vers une réduction des intrants. Voilà, donc là, on va parler un peu plus spécifiquement de votre rôle en tant qu'animateur, animatrice pour, euh, euh, pour aller dans ce sens-là. Donc, dans tous les leviers de réduction d'énergie que vous avez à disposition, dans le choix de ces leviers-là, vous en avez, il y en a beaucoup et on les a regroupés avec Adrien enfin, c'est Adrien qui avait ça, qui a regroupé en six grandes catégories de leviers. Donc, le premier type de levier que vous avez à disposition, ça va être le pilotage de la fertilisation avant la campagne. Donc, on va avoir des choses en fonction de l'objectif de rendement, de l'historique de la parcelle. On va pouvoir euh, réfléchir à comment piloter mon apport d'azote avant de semer, quoi. Ensuite, on va avoir des leviers qui sont plutôt pilotés pendant ma culture, donc entre mon semis et ma moisson. Donc là, ça va être d'ajuster les apports aux conditions climatiques de l'année, à l'évolution de la culture. Donc ça, c'est voilà. Ensuite, vous avez des leviers autour des formes d'engrais, on en parlera tout à l'heure. On va du coup pouvoir choisir tel ou tel type d'engrais en fonction de ses choix et de ses contraintes. Ensuite, vous allez avoir le matériel d'épandage, pareil, on en parlera aussi tout à l'heure, pour améliorer justement le matériel et optimiser les apports. Pas que enfin, le matériel d'épandage a vraiment un intérêt en termes de réussite de la fertile, donc on en parlera tout à l'heure. Il y a des leviers qui sont d'ordre plutôt agronomique, on va dire. Donc, ça sera tout ce qui est rotation et assolement. Choisir des cultures qui vont apporter, des cultures ou des couverts qui vont apporter de l'azote à mes futures plantes. Ça peut être un moyen de travailler sur ces questions-là. Et une autre chose qui est hyper important, que vous connaissez tous aussi, c'est les couverts végétaux qui vont avoir aussi un rôle en fonction des choix, des espèces qu'on fera et de la manière dont on les réalise. Ils vont avoir un effet sur l'enrichissement des sols, notamment en azote, par les légumineuses pour la culture suivante. Donc là, ce tableau-là, si vous regardez à gauche, vous retrouvez les six catégories dont je viens juste de vous parler. Et à droite, ce sont tous les intitulés. Alors, il n'y a pas tout, mais les intitulés des leviers que vous retrouverez sur la plateforme Fabacé, que vous choisissez en fait avec vos agriculteurs. Euh, et en marron, je vous ai juste surligné les indicateurs, pardon, les leviers qui ont été le plus choisis par la première les premiers animateurs qui sont dans le programme. Donc c'est pour que vous puissiez voir que les leviers en fait que vous choisissez sur la plateforme et avec vos agriculteurs,
que vous puissiez bien saisir les catégories dans lesquelles ils sont. Donc, par exemple, quand vous allez avoir le premier levier qui est le calcul des besoins des cultures pour diminuer la quantité d'azote, là, ça va être plutôt de la fertilisation, enfin, pardon, du pilotage avant la campagne. Ensuite, il y a des choses qui reviennent beaucoup, ça va être le pilotage de l'azote avec les OAD. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. Ça, c'est forcément en cours de culture. Donc ça, on détaillera tout à l'heure. On parlera aussi un peu d'urée et d'ammonitrate. Euh, Ça, c'est plutôt travailler sur les formes d'engrais parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes impacts. Vous avez aussi un levier sur l'allongement de la rotation et le choix de culture à bas niveau d'intrants. Donc là, on va être, comme je disais tout à l'heure, sur des questions plutôt agronomiques. Et enfin, la mise en place de couverts, surtout sur des intercultures longues, donc avant les maïs, par exemple. Là où on va pouvoir travailler aussi sur euh, la fertilisation future du maïs, qui peut être anticipée par l'implantation de couverts de légumineuses avant, quoi. Donc voilà un peu pour vous donner quelques exemples. Alors, on va se pencher sur pourquoi on fertilise. Si on prend un peu de hauteur et qu'on regarde qui constitue une plante, donc là vous avez un arbre, mais c'est la même chose pour un blé, pour un pommier, que pour une vigne. Globalement, 95% de la masse d'un végétal est constituée de quatre éléments qui sont les éléments CHON, donc carbone, hydrogène, oxygène et azote, en masse, je parle bien en masse. Donc le carbone, d'où il vient? Bah, il vient simplement de la photosynthèse. Les végétaux sont capables d'aller chercher le carbone du CO2 qui est présent dans l'air, de le piéger avec la photosynthèse et du coup relargue un peu d'oxygène. Après, le H et le O, donc c'est H2O, ça vient de l'eau. Donc voilà, les plantes captent l'eau à travers les racines et ça fait, enfin, ça se met dans leur constituant, quoi. Donc la moitié d'une plante à peu près c'est de l'eau. Et après, l'élément majeur azote en termes de quantité, en termes de masse, le premier, c'est l'azote. Et donc, vous avez 95% de la masse du rang végétal, c'est les quatre éléments qui sont là. Et ensuite, par ordre décroissant, c'est-à-dire P, donc vous voyez en dessous là le rectangle orange, c'est P en masse, et il y en a plus que du K, il y en a plus que du C, etc. Donc, on va appeler ce qu'on appelle en fait les éléments majeurs, NPK classiquement, c'est des éléments qui sont en grande quantité dans la plante. Et après, ce qu'on appelle oligo-éléments, c'est des éléments qui sont présents dans la plante, mais en plus petite quantité. Donc, vous allez avoir le fer, le manganèse, le zinc, le cuivre, tout ça. Ce sont des oligo-éléments, des éléments mineurs en quantité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mineurs d'un point de vue fonction. Je vais vous prendre un exemple. Pour nous, corps humain, quand on mange des glucides, des lipides et, des protéines, c'est des éléments majeurs. C'est nos éléments majoritaires constituants de notre biomasse. Mais si on prend, si on mange pas suffisamment de vitamines, je prends n'importe laquelle, la vitamine C par exemple, si je manque de vitamine C, même si j'en ai pas beaucoup dans mon corps, si je manque de cet élément mineur, et ben, je vais commencer à avoir des problèmes, quoi. Et ben, c'est exactement pareil pour une plante. Si vous manquez de bore ou de manganèse ou de fer, par exemple, même s'il est en petite quantité, si c'est cet élément-là qui manque, eh ben, ça peut mettre à mal tout le fonctionnement de la plante. Donc, c'est important de regarder les oligoéléments, de les mesurer et de regarder si c'est le facteur limitant. Parce que souvent, dans les fertilisants, on va regarder NPK, mais les oligos sont aussi importants. Comment est-ce que la plante, elle fait pour capter les éléments minéraux? Donc, il y a trois voies d'entrée. La première, c'est évidemment les racines. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne après, mais globalement, c'est les racines. Ensuite, il y a un autre phénomène que vous connaissez bien aussi, c'est la symbiose. Par exemple, les légumineuses, elles sont capables de rentrer en symbiose avec des bactéries dans le sol et elles vont, grâce à la bactérie, récupérer plus d'azote et en échange, la plante va leur fournir un peu d'énergie via la photosynthèse.
Donc la symbiose, ça fait aussi partie des mécanismes que la plante peut mettre en place pour récupérer des fertilisants. Et il y a une troisième voie qui est un peu moins connue et enfin un peu moins connue. Oui, c'est un peu moins connu. L'apport en foliaire, c'est-à-dire qu'on apporte des minéraux à travers les feuilles, donc souvent en liquide à travers les feuilles, on vous expliquera tout à l'heure. La plante est capable aussi à travers des trous dans la peau, dans ses cuticules, quoi, que ce soit les stomates ou l'épiderme, de pouvoir récupérer aussi des éléments fertilisants. Globalement, retenez que c'est quand même les racines et la symbiose qui font le gros du job, mais on est capable, enfin la plante est capable, pas nous, mais la plante est capable de récupérer un peu d'éléments fertilisants à travers les feuilles. Donc, quand on regarde comment la plante, elle absorbe à travers les racines, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'il y a trois manières pour la plante de récupérer les éléments. Le la première chose auquel on pense et la majorité des voies, c'est en fait à travers l'eau, c'est-à-dire l'élément fertilisant, il est dans l'eau, et la racine récupère l'eau, et en récupérant l'eau, et ben, du coup, elle récupère aussi l'élément fertilisant qui était l'élément minéral qui était dans l'eau, quoi. Donc ça, comment ça marche globalement, c'est l'évapotranspiration. La plante, elle évapotranspire, c'est-à-dire elle absorbe l'eau par les racines et elle l'envoie à travers les feuilles. Donc ça fait un circuit, quoi. Et donc c'est via ce circuit que les éléments minéraux rentrent par les racines. Il y a un deuxième phénomène qui est la diffusion. Donc là, c'est un gradient. C'est-à-dire la racine, elle va être moins chargée en certains éléments que le sol, et donc par gradient, les éléments minéraux vont rentrer dans la racine. Et il y a une troisième voie qui est souvent, enfin qui est le cuivre par exemple rentre beaucoup par cette voie-là, c'est la partie interception, c'est-à-dire que la racine, faut qu'elle soit collée sur l'élément pour qu'il puisse rentrer dans la racine. Donc globalement, retenez que c'est plutôt dans l'eau et par diffusion que ça fonctionne. Donc là, vous avez l'exemple de ce qu'on disait tout à l'heure sur la symbiose. Donc les petites boules que vous voyez dans les racines, c'est en fait des petites boules de peau, on peut appeler ça comme ça, que la racine fabrique pour envelopper des bactéries, les bactéries qu'on appelle rhizobium. Donc la bactérie, elle va être capable de récupérer l'azote de l'air et de le transformer en minéral pour le transmettre à la plante. La plante, en échange, va donner un peu de sucre à la bactérie pour vivre. Et donc, symbiose, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est pas un parasite, c'est vraiment les deux organismes, les bactéries et les plantes, sont en une parfaite osmose pour partager des minéraux. Donc, ça fait partie aussi des mécanismes que met en place la plante pour aller récupérer des éléments. Ici, vous avez un diagramme. Alors, il paraît un peu compliqué comme ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que chaque plante, comme un corps humain, a besoin d'un certain niveau de chacun des éléments. Et donc, vous avez dans ce diagramme-là euh, des notions pour chaque élément qui vont vous dire, bah, pardon, c'est pour les sols. Je l'ai pas indiqué, mais ça, c'est pour les sols. On parlera des plantes après. Là, vous avez une indication des quantités qu'il faudrait théoriquement dans les sols pour être dans une zone qu'on appelle des zones de confort, c'est-à-dire qu'on a suffisamment d'éléments présents dans les sols pour que la plante puisse aller les récupérer facilement. Après, on a une zone qui s'appelle la zone de vigilance où là, on arrive à des teneurs qui sont à faire attention, c'est-à-dire que si on n'a pas suffisamment dans les sols, la plante ne sera pas capable d'aller les chercher, donc faire attention à ça. Et après, il y a une zone d'intervention. C'est une zone où, quand l'élément devient trop peu présent dans les sols, il faut intervenir. Donc là, il faut aller fertiliser pour amener cet élément présent, sinon la plante ne sera pas capable d'aller, enfin, aura pas cet élément-là pour pousser, donc ça deviendra un facteur limitant. Voilà. Je reviens sur mes oligoéléments. Tout à l'heure, je vous disais que les oligoéléments, ils sont peu nombreux dans la plante, mais ils sont tout aussi importants. Vous avez là un tableau en fait qui vous résume pour chaque élément dans quel mécanisme il intervient. Donc vous avez des éléments qui vont intervenir dans la synthèse de protéines, dans la division des cellules, dans la fabrication d'enzymes. Enfin voilà, il y a plein de choses, il y a plein de choses comme ça, et chaque élément a un peu son rôle à jouer.
Vous voyez que tout en bas, ce qui est appelé en anglais microéléments, c'est les oligoéléments. Ils ont beaucoup de rôles à jouer, même s'ils sont en petite quantité. Donc, encore une fois, j'insiste, mais c'est important, ne négligez pas le fait que les oligo-éléments soient importants à la fois dans la mesure, c'est-à-dire mesurer le fait que j'en ai suffisamment dans le sol et dans les plantes pour qu'elles puissent ben, vivre, et que ce soit aussi un élément à prendre en compte dans la fertilisation. Donc, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de comment on fait pour décider comment je fertilise une culture. Donc, je vais beaucoup prendre l'exemple du blé parce que c'est assez, je pense, représentatif des systèmes dans lesquels, mais globalement, la mécanique est la même. Il faudra juste, évidemment, ajuster en fonction des cultures, mais la mécanique que je vous présenterai tout au long du webinaire, c'est la même. La fertilisation, en fait, le besoin des cultures, c'est une question d'équilibre. Dans la balance que vous avez en bas là à gauche, donc à gauche, vous avez les besoins en azote des cultures. Donc chaque culture a des besoins, hein. Le blé a des besoins. Pour chaque quintal de blé, il y a besoin de tant d'azote. Pour chaque kilo de pommes, il y a besoin de tant d'azote. Donc ça, euh, vous pouvez trouver ça notamment sur le comifère qui a travaillé sur les besoins en azote de chaque culture. Donc ça, on connaît. Après, il y a tout ce qui est l'azote qui est relargué par les sols, c'est-à-dire le sol qui, enfin, il y a déjà de l'azote présent dans les sols et donc ça fait aussi partie des choses qu'on va compter et de l'azote qu'on va potentiellement perdre. Donc ça, c'est vraiment le besoin total dont a besoin la culture pour aller à son rendement objectif. Et à droite, on va regarder en fait ce que le sol est capable de minéraliser d'abord, ce qu'on peut amener en effluent, donc par exemple quand on va amener du lisier ou du fumier, ce qu'on peut apporter en azote. Et une fois qu'on a ça, on regarde la différence entre ce qu'a besoin ma plante et ce que j'ai déjà présent. Et à ce moment-là, je vais pouvoir calculer la quantité d'azote à apporter. C'est ce qu'on appelle le conseil de fumure. Et classiquement, le document que vous connaissez sûrement, c'est le plan prévisionnel de fumure. Donc c'est grâce à ce document-là qu'on on estime la quantité totale d'azote à apporter sur la culture. Donc ça vous donne déjà la dose à apporter. Et ensuite, en fait, euh, chaque culture, donc là, vous avez l'exemple du blé. En fait, chaque culture, chaque variété va avoir un besoin spécifique. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Vous prenez la première ligne, la variété Nicolas, pour faire un quintal, elle a besoin de 2,8 kg d'azote par quintal. Vous prenez une autre variété, par exemple, si on prend la classe numéro 3 avec la variété Académie, elle a besoin de 3 kilos d'azote pour faire un quintal. Et pour la dernière classe, par exemple, Fabulor, qui est un blé de force, donc qui fait plus de protéines, lui, il aura besoin de plus. Donc voilà, vous avez vraiment chaque variété, chaque espèce. Le blé, il aura pas les mêmes besoins que le colza, que la pomme, etc. Ça, c'est la quantité totale à apporter sur la culture. Maintenant, comment on l'apporte sur la culture? On va pas l'amener d'un coup. Pour plusieurs raisons. Si on l'amène d'un coup, on a des risques de lessivage, c'est-à-dire que le fertilisant qu'on a amené, il n'a pas le temps d'être intercepté par la plante et donc il va fuir. On en parlera juste après euh, dans la prochaine diapo. Donc, pour limiter la perte d'azote et fertiliser au bon moment, on va fractionner. Là, je vous ai pris l'exemple du blé. Vous avez un blé qui va, une fois qu'il est semé, il va commencer à pousser. Après, il va taler, il va monter son épi et puis il va faire son grain. Chaque stade de la culture a pas des besoins d'azote, enfin, a des besoins d'azote différents. Les besoins d'azote en blé, là où il a le plus besoin d'azote, le blé, ça va être au moment du talage, donc au moment où il va multiplier les brins, ses brins. Après, au moment où il va sortir son épi, donc on appelle le stade épi 1 centimètre. Et le dernier stade de besoin pour le blé, c'est la montaison. Donc en fait, l'agriculteur, lui, va positionner
ces apports d'azote à ces moments-là pour que le blé, comme il est demandeur d'azote à ces moments-là, euh, l'azote puisse être directement rentré dans la plante au moment des besoins. Voilà. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que pour les blés qui ont besoin de faire de la protéine, donc par exemple les blés panifiables ou les blés améliorants, on va apporter un dernier apport pour faire la protéine, pour besoin des briques d'azote, fabriquer de la protéine. Donc au moment du quatrième apport, on va utiliser des OAD que je vous présenterai après, des OAD de terrain ou des OAD numériques pour vous dire, bon bah, je veux un taux de protéines à 15% par exemple. Je vais utiliser un OAD pour me dire de combien d'unités d'azote je dois apporter pour atteindre cet objectif. En fonction des parcelles et de la météo et des variétés, vous allez pas mettre la même dose. Donc, vous allez avoir un dernier rapport qui va être vraiment piloté en fonction de l'année avec des OAD sur le terrain. Ça, je vous montrerai tout à l'heure. Je fais un focus maintenant, on en parlera peut-être plus en détail dans les questions, mais sur les urées enrobées. Dans les fertilisants, on utilise classiquement des apports organiques, pareil, j'en reparlerai tout à l'heure, des apports organiques, des apports minéraux et des apports euh, des apports en urée. Donc en fait, ce genre de choses, les urées enrobées, c'est des urées qui ont été, comme son nom l'indique, bloquées. L'objectif en fait, c'est que le l'urée il soit plus diffusé plus lentement. Donc ça limite en fait les passages d'apport pour l'agriculteur. Au lieu de faire 4 passages, ils vont en faire que 2, quoi, par exemple. Et ça va limiter aussi la volatilisation, c'est-à-dire que une fois qu'on apporte de l'engrais minéral sur les sols, et donc le fait que l'urée soit enrobée, on va limiter cet effet-là. On en reparlera un peu tout à l'heure dans les formes d'engrais. C'est hyper intéressant comme fertilisant, mais néanmoins, la contrepartie, c'est que c'est un peu cher, quoi. Voilà. Du coup, ici, je vous présente les, tous les types d'amendements, tous les types d'engrais azotés qu'on peut apporter à une culture. Vous avez euh, 3 catégories. Donc, à gauche, vous avez les amendements organiques. Donc, ça va être tout ce qui va être issu notamment de l'élevage, donc là, les fumiers, les composts, les lisiers, ce genre de choses. Tout ce qui est aussi résidus de culture, tout ce qui est couverts végétaux, et puis les produits, les coproduits, par exemple des mares, des digestats, tout ça, c'est des amendements organiques qui peuvent être apportés à la culture et qui, du coup, en se faisant manger par la biologie, amènent un peu d'azote à notre culture. Et après, si vous voulez amener de l'azote, on va dire plus directement, on a ce qu'on appelle des engrais minéraux, des engrais organiques. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont beaucoup plus disponibles pour la plante. Chaque produit, en fait, que ce soit un engrais minéral ou un engrais organique, il a une teneur en éléments X, donc chaque produit est différent. Et pour ce qui est les produits organiques, on a des teneurs en matière organique très spécifiques. Donc c'est là où il faut faire bien attention. Chaque produit est un peu unique. Donc, on n'amène pas, pour prendre l'exemple d'un fumier, on amène un fumier, ça peut être très différent d'une exploitation à l'autre en fonction des animaux, en fonction de s'il est laissé en tas, s'il est composté ou pas. On peut avoir des choses très différentes. Donc, il faut vraiment faire attention à la composition. Et puis, pareil pour les engrais minéraux. Bon, les engrais minéraux, c'est un peu plus facile parce que vous savez à l'avance les teneurs précises des éléments minéraux dans chaque produit. Donc voilà, c'est pour vous dire que il y a des engrais qui sont plutôt à l'effet direct sur la plante, on va appeler engrais, et après des choses qui sont plutôt à effet indirect, qui sont plutôt des effets sur le sol, qui ont besoin d'être minéralisés pour être mangés par la plante, et ça, on appelle ça des amendements. Je voulais faire aussi un petit focus sur les produits de biostimulation parce qu'on entend beaucoup parler et c'est aussi une manière pour moi de vous faire prendre du recul là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on appelle biostimulant? En fait,
biostimulant, c'est un produit qui a pour objectif de stimuler les processus de nutrition de la plante. C'est pas un élément nutritif direct. On n'amène pas un biostimulant pour fertiliser directement. En fait, on amène un biostimulant pour que ça stimule des processus. Et donc, il y a plusieurs types de processus, enfin euh, plusieurs buts à amener des biostimulants. On peut, donc c'est les quatre lignes que vous avez à gauche. On peut essayer d'augmenter l'efficacité à l'utilisation des éléments nutritifs. On peut essayer de rendre la plante un peu plus tolérante au stress abiotique, donc ça va être la sécheresse ou les coups de froid, par exemple. On va utiliser les biostimulants aussi dans le cadre d'amélioration de la caractéristique qualitative. Donc ça va être les teneurs en protéines, les teneurs en vitamines, ce genre de choses. Et puis en dernier effet, on peut chercher à rendre plus disponibles les éléments nutritifs qui sont dans le sol. Par exemple, des fois, on voit des analyses de sol où on a des éléments qui sont très très présents en quantité, mais qui pour autant n'arrivent pas dans la plante. Et donc, il y a certains biostimulants qui peuvent nous aider à rendre ce stock disponible dans le sol, disponible pour la plante. Après, en type de produit, vous avez des produits qu'on appelle microbiens, donc ça peut être des champignons, des bactéries, ce genre de choses. On va appeler ça des inoculants. Par exemple, on en entend parler dans la mise en place de soja. On va inoculer les sojas pour insuffler la symbiose. Donc, ça peut être ce genre de produit. Ça peut être des bactéries directement. Ça peut être des champignons. Enfin, voilà, ça peut être des choses comme ça. Et des biostimulants qu'on appelle non microbiens, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont pas vivantes d'un point de vue biologie, donc ça va être des acides aminés, des extraits d'algues, des acides humiques, ce genre de choses. Gardez bien en tête que les biostimulants, c'est pas un fertilisant direct, mais plutôt un produit qui va aider à accélérer un processus de fertilisation, on va dire ça comme ça. Maintenant, on va parler un peu des types de matériel qu'on a à disposition dans une ferme pour épandre des fertilisants. Donc là, on va commencer par des fertilisants qui sont solides. Donc à gauche, vous avez un épandeur à engrais minéraux solides, typiquement un ammonitrate, par exemple, en petite boulette blanche, quoi, en petits granulés. On va utiliser ce type de semoir. Et à droite, pardon, pas un semoir, un épandeur à engrais. À droite, vous avez un épandeur à engrais c'est un épandeur à compost, à fumier, quoi. Donc voilà, ça, vous avez sûrement déjà observé ça, mais là, vous avez les deux grands types de dépendeurs qu'on utilise pour les engrais solides. Vous avez un épandeur type pulvé, quoi, pour épandre des engrais liquides. Et à droite, vous avez une tonne à lisier qui est équipée de rampes pendillard. En fait, ça permet à ce que l'engrais il soit pas pulvérisé en hauteur et que euh, il se volatilise entre guillemets, mais là, plus proche du sol, on peut même des fois avoir c'est notamment utile dans les lisiers de porc, par exemple, qui sont très odorants, où on va plutôt essayer de les enfouir pour limiter à la fois la volatilisation et l'odeur, mais aussi l'efficacité de l'épandage. Voilà, ça, c'est des choses aussi on voit souvent. Et après, il y a un autre type d'irrigation, c'est notamment utilisé en maraîchage souvent. Euh, peu en grande culture. Vous le verrez peut-être aussi en arbo, mais là, je connais un peu moins, donc il faudra discuter tout à l'heure. Mais la fertirrigation, c'est le principe d'utiliser l'irrigation pour à la fois amener de l'eau et des fertilisants. Donc là, vous avez une station de fertirrigation où, en fait, avant d'arroser, on va mélanger les fertilisants à l'eau d'irrigation. Et donc, une fois qu'on aura irrigué, une fois qu'on va irriguer, que ce soit en goutte à goutte ou enfin peu importe le mode d'irrigation, mais du coup l'eau va contenir les éléments fertilisants qu'on va amener à la culture. Donc si ça c'est une petite diapo de récap, on va dire.
fertiliser, c'est pas seulement combler un déficit dans les sols. En fait, on cherche vraiment à amener les éléments fertilisants dont a besoin la plante. Et du coup, ça peut passer effectivement par le sol, par la symbiose ou par les feuilles, on a dit tout à l'heure. C'est plutôt c'est pas un déficit d'un point de vue, on va pas essayer de combler un déficit d'un point de vue quantité, mais plutôt de trouver un bon équilibre, à la fois pour les sols et pour les plantes, à la fois pour le côté efficacité, parce que la plante, si on a trop d'un fertilisant, ben, elle va pas l'utiliser, du coup, ça serait une perte pour elle et du coup qu'elle aura pas, mais c'est aussi une perte économique. Une perte économique et une perte d'un point de vue énergétique, puisque comme l'azote va repartir en volatilisation, on a aussi une perte euh, environnementale. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, que la fertilisation, c'est pas simplement on regarde une quantité présente dans le sol et on comble, quoi. C'est un peu plus complexe et c'est une question d'équilibre. Maintenant, je vais vous présenter un peu plus en détail des OAD, donc des outils d'aide à la décision, qui vous permettront de piloter la fertilisation. Donc, à, à gauche de mon tableau, moi, j'ai nommé trois types d'OAD. Alors ça, c'est moi qui l'ai nommé comme ça, hein. Vous ne l'aurez peut-être pas, vous le trouverez peut-être pas comme ça ailleurs, mais globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des OAD type terrain qu'on va pouvoir utiliser directement au champ. Il y a des OAD que j'ai appelés numériques, qui sont plutôt des logiciels. Pareil, sous-entendu, on a besoin d'un laboratoire pour faire ça. Et donc ces trois OAD-là peuvent être utilisés soit avant la culture pour anticiper, donc prévoir la fertilisation, soit pendant la culture. Donc typiquement, les OAD de terrain et de laboratoire peuvent être utilisés, on va dire, plutôt un peu tout le temps, quoi, avant la culture et pendant la culture. Tandis que les OAD numériques vont plutôt être utiles, utilisés pendant l'agriculture. Donc, quand on utilise des OAD, on parle d'agriculture de précision. Ça veut dire qu'on vient ajuster les doses de fertilisants à l'année, à la parcelle et à la culture. Donc, c'est ça l'agriculture de précision. Des fois, vous allez entendre parler de ces choses-là. Je vous ai mis une petite case là, avantages et inconvénients, parce que pour chacun des OAD, on va essayer de regarder les avantages et inconvénients de chacun. Voilà, pour que vous puissiez avoir un regard assez large et un inconvénient de chacun. Donc, je vais commencer par moi ce qui me semble primordial et qui, selon moi, on ne peut pas ne pas les utiliser. C'est un peu les OAD terrain qu'il faudrait avoir, qu'il faudrait faire tout le temps, quoi. Non pas que les autres OAD sont pas intéressants, hein, mais que ces OAD terrain-là, notamment le tour de plaine avec le test bêche, euh, si un test bêche réalisé nous indique qu'il y a un problème de structure de sol ou de vie du sol, la fertilisation, elle devient moins optimale. Donc c'est en ça que l'OAD terrain test bêche, il est primordial. Euh, d'un point de vue notamment structure de sol. Après, le tour de plaine vous permet aussi de détecter si vos plantes elles sont en carence. Des feuilles qui sont un peu jaunes, qui sont tachées, voilà, ça peut nous indiquer déjà des problèmes de fertilisation. Donc ça peut être un bon moyen aussi de d'adapter nos fertilisants. Et un truc aussi que j'ai mis là, c'est l'échange entre pairs, c'est-à-dire que des échanges collectifs entre agriculteurs sur des cultures qui sont réalisées dans les régions, et ben c'est aussi un moyen de d'adapter la fertilisation parce que vous allez avoir des agriculteurs qui vont vous partager des expériences, qui vont vous montrer des parcelles qui réagissent potentiellement de la même manière que la vôtre. Donc en fait, tout ça, c'est aussi intéressant de pouvoir échanger avec des agriculteurs du secteur et de pouvoir discuter en collectif. On se rend compte parfois qu'il y a des agriculteurs qui surfertilisent par méconnaissance en fait. Et du coup, l'échange entre agriculteurs peut être super intéressant pour justement amener ces agriculteurs à prendre du recul. Bah, l'avantage du test bêche, pardon, c'est que c'est pas cher, hein, c'est pour une bêche. C'est facile, c'est rapide.
Et puis c'est fiable si on le fait dans de bonnes conditions. Sous-entendu, si vous le faites pas dans des sols complètement trempés ou complètement secs, un test bêche c'est fiable quoi. Il y a pas besoin de il y a pas besoin de choses. Non, c'est bon, je suis toujours là. Euh, Par contre, ça demande un peu de connaissance et d'entraînement. C'est-à-dire que euh, si vous n'avez pas l'habitude, au début, si vous n'avez pas l'habitude du test belge, ça peut être perçu comme un peu compliqué, mais vous allez vite prendre la main. Donc voilà, on s'y fait vite comme ça. Donc pas, enfin, c'est pas vraiment un inconvénient. En quelques jours, on arrive à faire des tests belges facilement. Donc voilà, c'est plutôt simple. Vous avez un autre AD terrain qui s'appelle la méthode Merci. En fait, c'est une méthode qui permet de mesurer l'azote, notamment qui est restitué par les couverts végétaux. Donc, avant une culture, par exemple une culture de maïs, classiquement, on met un couvert sur l'interculture longue. Et à ce moment-là, quelques jours avant de détruire le couvert, on va les prélever. Donc là, vous avez une image d'Olivier et de Didier qui font les prélèvements. Donc, on va prélever sur 1 mètre carré les plantes. On va les séparer dans des sacs blancs. Enfin, moi, j'ai des grands sacs blancs comme ça par plante et on va les peser, tout simplement, avec une balance de cuisine, ça marche très bien, ou un petit peson, ceux qui sont les faire. Et on va rentrer ces données-là sur la plateforme Merci, donc qui est gratuite, hein, qui est accessible par tous. Et ça va vous donner très rapidement les quantités de matière sèche et la restitution de l'azote par les couverts. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que, vous voyez là, par exemple, pour le couvert que je vous ai pris en exemple, il va restituer 32 unités d'azote pour la culture suivante, donc ce qui est quand même pas mal, quoi. Voilà. L'avantage de cette méthode, c'est que c'est évidemment pas cher parce qu'il y a rien à il y a rien à dépenser à part un peu de temps, quoi. J'ai mis que on le fait on fait un tour de plaine. On le fait sur plusieurs parcelles d'agriculteurs différents et on met tous la main à la pâte et puis on passe un bon moment. C'est assez cool à le faire. Et c'est suffisamment fiable si c'est fait en bonnes conditions. Sous-entendu, faut pas que le couvert soit trop humide. Faut pas qu'il y ait plus avant, sinon l'eau pèse un peu plus lourd et on surestime. Mais globalement, euh, c'est fiable dans les moments où on va détruire le couvert. Un petit inconvénient, moi, que je peux vous mettre, mais pour moi, c'est pas un gros inconvénient, c'est que ça peut prendre un petit peu de temps. Par exemple, souvent, pour faire 2 parcelles, on met entre une demi-heure et 1 heure, quoi. Donc voilà, ça peut prendre un peu de temps, mais voilà, personnellement, je trouve que c'est pas très long. Après, vous avez des OAD terrains qui vous permettent en culture, donc là, c'est sur la culture, de mesurer l'azote. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est le NitraCheck qui va plutôt mesurer l'azote à travers une bandelette. Donc là, si vous regardez le NitraCheck, tout à droite du NitraCheck, vous avez une bande blanche. C'est un peu comme les bandes pH là, que vous avez pour les piscines ou pour ce genre de choses. Vous allez en fait mesurer l'azote avec une bande de colorimétrie, donc ça va se colorer. Et en fait, la bande, vous allez la plaquer sur le petit outil, la NitraCheck, qui va vous indiquer la quantité d'azote présente, quoi. Donc ça, voilà, c'est assez facile. Le truc qui est juste en dessous, c'est un N-tester. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais c'est notamment la société Yara qui a fait ça. C'est une petite pince, vous allez mesurer l'azote et grâce à une petite application, vous allez recevoir sur le téléphone les résultats directement. Donc c'est assez rapide, pareil, et assez facile. Et le troisième outil que vous avez tout en bas, c'est un peu le même principe que le N-Tester. C'est la société Sensine qui fait ça. C'est le même principe. On pince la feuille avec le petit outil et sur le téléphone, on reçoit le résultat directement. Alors, ces méthodes-là sont assez faciles de mise en place, assez rapides. Par contre, le coût, bah, ça dépend. Par exemple, le NitraCheck, ça peut être peu cher, mais les outils comme le N-Tester et le Sensine, ça
peut revenir relativement cher parce qu'on a le coût en fait de la machine et on peut avoir aussi des abonnements à l'année, donc ça peut revenir relativement cher. Voilà, c'est vraiment à calculer. Euh, on peut mutualiser les achats de ces outils-là pour limiter les coûts, mais globalement, faire attention à ça. Et après, en termes de fiabilité, bah, c'est pareil. Ça dépend beaucoup comment dire, des bonnes conditions d'application. Si on le fait bien, qu'on a bien la méthode en œuvre et qu'on maîtrise bien le truc, ça peut être fiable. Maintenant, moi, je mets quand même quelques réserves, notamment sur les pinces, parce que il y a encore des choses qui sont à caler. C'est-à-dire que les modèles les mécanismes de mesure sont globalement très bons, mais les modèles sont pas encore très bien calés, de mon point de vue, extrêmement fiables. Voilà. On reparlera tout à l'heure des analyses de sève. Je pense encore, personnellement, que les analyses de sève sont plus fiables. Mais bon, voilà. L'avantage, c'est que ces pinces-là, vous avez le résultat directement au champ, quoi. Vous n'avez pas besoin d'attendre le résultat du labo. Là, vous avez un OAD plutôt numérique, donc ça va être utilisé soit via un drone, soit via un satellite. En fait, il va mesurer sur la parcelle la production de biomasse de votre culture et en fonction, il va vous dire de plus ou moins fertiliser. Donc ça, c'est pareil, ça va être de la mesure en culture par un logiciel. Donc là, vous allez avoir des coûts qui sont relativement chers parce que vous allez avoir de l'investissement à faire en matériel. Parce qu'une fois que vous allez fabriquer la carte de fertilisation, il va vous falloir avoir des épandeurs qui sont équipés de GPS, de coupures de tronçons ou de modulation interparcellaire. Donc, c'est un investissement matériel ou logiciel. Ça peut être relativement cher. Maintenant, si vous avez des grandes surfaces et que vous réduisez la quantité d'azote apportée, sur le long terme, l'investissement peut être rentable. Donc, c'est vraiment à calculer, à calculer. Par contre, je trouve que c'est des choses qui sont plus fiables parce que c'est mieux connu, mieux depuis plus longtemps, on le maîtrise bien. Donc, je pense que c'est relativement fiable. Et puis, c'est assez facile parce qu'il n'y a pas besoin de, vous n'avez pas de connaissances à mobiliser pour interpréter. Le logiciel vous fait la carte pour vous. Par contre, ça peut être un peu, ça demande un peu de temps, quoi. Entre la mesure par le, le, le drone ou le satellite, la fabrication de la carte et puis la mise en place de la carte dans l'épandeur, ça peut être un peu de temps, quoi. Après, vous avez un autre OAD numérique en colza notamment. C'est un exemple assez utilisé, qui a été utilisé, pardon, créé par l'Institut technique Terrinovia. Donc, c'est la réglette colza. C'est un peu sur le même principe que la mesure Merci. En fait, on va mesurer la biomasse produite par le colza. Et on va rentrer ça après sur le petit logiciel de Terrinovia. Ça va nous donner après les recommandations d'apport d'azote ou pas. Donc en fait, c'est assez facile, c'est gratuit, hein, c'est pas cher. C'est convivial aussi, j'ai mis ça convivial, parce que comme la méthode Merci, on peut le faire en collectif, en tour de plaine, c'est assez sympa. Et c'est suffisamment fiable si c'est fait en bonnes conditions. C'est toujours un peu pareil, hein, les OAD sont fiables si on respecte bien les conditions d'utilisation globalement. En tout cas pour ces OAD-là qui sont réalisés par des instituts techniques, c'est relativement robuste. Par contre, ça demande un peu de temps, voilà, ça demande un peu de manutention, un peu de temps, mais voilà, c'est relativement mesuré quand même comme temps. D'autres OAD numériques que vous avez, c'est des OAD de modèles de prévision pour les agriculteurs qui sont équipés en, comment on appelle ça? Pardon, en station météo, voilà, pour ceux qui sont équipés en StiAdapt, ils viennent se brancher sur la station météo pour vous prévoir en fonction des prévisions météo, bah, si on peut avoir des plages d'intervention de fertilisation ou pas. Si par exemple j'apporte un azote à tel moment, est-ce qu'il a des risques de se faire lessiver ou pas? Voilà, vous avez des petits logiciels comme ça pour lesquels vous payez un abonnement, hein, puissent vous prévoir un peu plus facilement votre fertilisation. Donc, c'est des données qui sont, enfin, des outils qui sont plutôt fiables, hein, rapides, parce que ben, vous avez rien à faire, c'est assez systématique.
hein, en matériel pour la station, par exemple, la station de météo, et l'abonnement du logiciel qui vous fait que ça peut revenir un peu cher. Donc, c'est toujours pareil, hein. Si vous avez suffisamment de surface, ça pourrait être intéressant parce qu'en termes de marge, ça peut passer. Mais si vous avez des petites surfaces, c'est souvent des choses qui reviennent un peu cher. Donc, à voir. Enfin, vous avez tout ce qui est OAD, pardon, laboratoire. Donc là, vous connaissez les analyses de reliquats azotés. Vous avez trois types d'analyses, hein. Les reliquats post-récolte, les reliquats d'entrée d'hiver et les reliquats sortie d'hiver. Pour ce qui est de le pilotage de la fertilisation, on utilise beaucoup le reliquat sortie d'hiver parce que en fonction, le reliquat sortie d'hiver, il mesure quoi? Il mesure la quantité d'azote présent dans les sols. Donc, si vous avez un reliquat sortie d'hiver assez important, eh ben, vous savez que votre culture, elle va avoir suffisamment d'azote pour continuer son cycle de développement. Donc, potentiellement, vous allez fertiliser moins que si le reliquat de sortie d'hiver, il est faible, quoi. Souvent, le reliquat sortie d'hiver, il est réalisé d'un point de vue réglementaire. Donc, les résultats, ils sont souvent peu pris en compte, ou du moins, ouais, on l'utilise un peu, on l'utilise pas trop, quoi. Enfin, du moins, si l'analyse de reliquat vous donne beaucoup de reliquats, les agriculteurs vont avoir tendance parfois à en mettre quand même un peu pour sécuriser, ce qui est cohérent. Mais bon, voilà, c'est sur compte, c'est peu cher et c'est fiable, quoi. Un laboratoire, le prélèvement, il est réalisé par des gens qui ont l'habitude, donc le résultat est souvent fiable, quand même carrément fiable. Euh, je vous parlais tout à l'heure du fait que l'azote peut être lessivé. On parle beaucoup des pertes d'azote. Il y a deux formes d'azote globalement, hein. En minéral, c'est l'ammonium et le nitrate. Quand on amène de l'ammonitrate, ça veut dire qu'on amène de l'ammonium et du nitrate. L'ammonium, comme vous le voyez, c'est une molécule qui est chargée plus, donc qui, elle, va être capable de se fixer sur le complexe argilo-imique, parce que le complexe argilo-imique, lui, il est négatif. Donc, si vous avez déjà joué à des aimants quand vous étiez petit, si vous mettez un moins sur un plus, ça se colle. Donc, l'ammonium, il reste fixé sur le complexe, et donc la plante va pouvoir l'utiliser plus tard. Par contre, ce qui est lessivable, pourquoi les nitrates sont lessivables? C'est parce que les nitrates, en fait, sont chargés négativement. Donc, eux, ils sont incapables de se coller au complexe argilo-hémique. Donc, s'ils sont pas utilisés tout de suite par la plante, et ben, en fait, ils partent dans l'eau et donc c'est pour ça qu'on les retrouve dans la flotte. Donc, c'est pour ça qu'il faut fractionner nos apports d'azote pour que la culture, on apporte l'azote au moment où la culture en a besoin pour éviter cet effet-là de lessivage. Un autre OAD labo, donc là classiquement vous avez une analyse de sol, c'est souvent utilisé avant la culture. C'est-à-dire qu'on va faire un diagnostic des sols global sur ce qui est structure, fertilisant et tout, pour se dire, bon, avant ma culture, est-ce que j'ai un sol qui est déjà bien pourvu en azote ou pas? Ça, c'est des outils qui sont suffisamment simples. Il vous suffit de faire un prélèvement et de l'envoyer au labo. C'est fiable. C'est fiable, toujours pareil en bonne condition, si c'est fait dans de bonnes conditions. Parce que les laboratoires maintenant sont très bien calés et voilà, enfin, c'est fiable, quoi. Par contre, ça peut vite revenir cher. Enfin, ça peut paraître cher. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les analyses de sol, c'est un vrai investissement. Même si l'analyse de sol vaut quelques centaines d'euros, si vous faites de réelles économies d'un tran, c'est pas des centaines d'euros, c'est beaucoup plus, quoi. Donc, oui, sur le coup, ça peut paraître cher, mais c'est souvent un bon investissement à faire. Et enfin, le dernier type d'OAD labo dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'analyse de sève. C'est-à-dire que là, on ne mesure pas l'azote dans les sols, mais bien ce qui est dans la plante et tous les autres éléments. Mais pour parler de l'azote, c'est ça. L'avantage, c'est que c'est hyper fiable pour la culture. C'est pas très cher. L'analyse de sève, c'est pas très cher. On va dire que c'est une cinquantaine d'euros, quoi. Par contre, le prélèvement de plantes peut être vite fastidieux, un peu compliqué. Et quand on reçoit les analyses, c'est pas toujours facile d'interpréter. Donc, il faut avoir un peu de connaissances quand même et un peu d'entraînement pour interpréter ce genre de choses. Mais globalement, si vous le faites bien et que vous savez interpréter, c'est extrêmement fiable et peu cher. Donc, hyper intéressant.
je voudrais terminer là-dessus pour dire, là, vous avez une représentation schématique des facteurs limitants. Donc, vous avez un tonneau, on va dire un tonneau qui représente la quantité le rendement potentiel. En fonction des éléments présents, eh ben, vous allez avoir des facteurs limitants. Là, par exemple, vous avez un zinc qui est bien en dessous de ce dont aurait besoin la plante. Donc, votre facteur limitant, ça va être le zinc. Ça, c'est pour la partie fertilisation, fertilité chimique. Maintenant, si en bas, vous avez un sol qui est mal structuré, qui n'a pas de matière organique, qui a un pH mal maîtrisé, vous avez beau amener des fertilisants chimiques, et ben, vu que la fertilité physique, elle tient pas, bah, votre tabouret, il tient pas, ça se casse la gueule, et donc il faut d'abord régler les problèmes de structure de sol avant de réfléchir à la fertilisation. Donc gardez bien en tête, encore une fois, j'insiste, mais c'est important, que la fertilisation, elle est hyper importante, mais si vous avez des problèmes de structure, des problèmes de pH, bah, c'est ça qu'il faut régler en premier, quoi. Sinon, vous ajoutez un peu des fertisants pour pas grand-chose. C'est volontairement provoquant ce que je dis là. Voilà. Maintenant, on va terminer sur comment, en tant qu'animateur, animatrice, vous pouvez accompagner votre groupe d'agriculteurs dans ces questions de fertilisation. Donc là, je vous ai pris un exemple d'un groupe céréalier. Voilà. D'abord, que vous gardiez bien en tête que votre rôle, c'est de fixer un objectif avec votre groupe d'agriculteurs et en lien avec cet objectif, de pouvoir choisir des leviers pour vos agris et par vos agris. C'est-à-dire que vous allez déjà les aider dans leur réflexion de choix de levier. Ça, c'est important. Les choix de levier doivent être en lien avec l'objectif attendu. Ensuite, une fois que vous aurez choisi ça, vous allez les accompagner pendant la campagne. Euh, donc, on va en parler juste après. Et à la fin de la campagne, vous faites un bilan. Vous faites un bilan pour voir si les leviers que vous avez choisis ils étaient cohérents, s'ils ont eu l'effet escompté. Et ça sera notamment le moment de comptabiliser les économies d'engrais que vous avez fait. Les économies d'engrais, les économies d'énergie et les économies économiques aussi. Donc là, je vous ai fait une frise. C'est un exemple hein, pour vous montrer un peu comment vous pourriez accompagner un groupe. Donc, euh, après les moissons, donc pour faire ouais, après les moissons en général, vous faites un premier bilan de campagne, donc vous faites une réunion collective avec vos agris et vous travaillez sur cette question-là, voilà, les objectifs que vous voulez atteindre, les enjeux des agriculteurs et leurs besoins pour pouvoir ensuite choisir les bons leviers et définir un plan d'action. Ça, c'est vraiment le premier truc. Ensuite, au courant de l'automne, vous allez commencer à faire vos premiers tours de plaine, donc vos tests bêches, vos observations des levées de culture. Là, vous allez pouvoir aussi utiliser les premiers OAD, par exemple, faire des prélèvements de sol pour mesurer les quantités d'éléments dans les sols. Vous allez pouvoir aussi réaliser les plans prévisionnels de fumure avec vos agriculteurs à ce moment-là. Voilà, c'est des choses, les premières briques que vous allez pouvoir mettre en place avec eux. Ensuite, pendant l'hiver, pour un groupe 100% céréalier, c'est souvent le temps, souvent le temps un peu off pour faire des formations. Là, ils ont un peu plus de temps, donc là, vous pourriez commencer à les acculturer, fertilisation, elle, elle s'intègre en plein dans la fertilité des sols, mais que voilà, tout ce que je vous racontais avant, que la structure des sols est importante, euh, que la vie biologique aussi est importante. C'est l'hiver, c'est vraiment les moments pour faire ces choses-là. Et vous pouvez aussi utiliser des OAD ciblés. Je pensais notamment, moi, aux analyses de sève ou aux drones ou aux satellites. Vous pouvez commencer à avoir des choses à regarder parce que vos plantes commencent à se développer. On peut déjà regarder des choses à ce moment-là. Ensuite, au printemps, on peut continuer à utiliser les OAD dont je vous parlais, mais vous pouvez aussi en utiliser d'autres sur le terrain. Donc, par exemple, les pinces dont on parlait tout à l'heure, le N-Tester ou le Sensing. Là, vous pouvez utiliser ces genres d'OAD pour piloter le dernier rapport d'azote. Parce que le dernier rapport d'azote, il doit vraiment être piloté à l'année. Ça, vous pouvez pas le faire en réflexion en avant de la culture. C'est vraiment à la culture à l'année. Et donc là, c'est le meilleur moment, le printemps, pour utiliser ces OAD-là. Et puis, si jamais vous aviez pas de culture, mais que vous aviez un couvert pendant l'hiver avant une culture de printemps, eh ben, c'est le moment de faire une méthode merci.
Donc de faire moi je vous conseille de faire une journée collective avec vos agriculteurs et de faire un tour de plaine sur plusieurs parcelles et de mesurer ensemble la biomasse de couvert et de calculer l'azote qui est restitué par les couverts. Et une fois qu'ils ont récolté, ils ont fait les moissons, c'est le moment pour vous de faire le bilan de campagne écoulé et de pouvoir calculer ce qu'on disait tout à l'heure, les économies d'engrais, les économies d'argent. Voilà, vous rebouclez avec le bilan de campagne du début. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai été clair. Je vous remercie pour votre attention et puis bah, je vous propose qu'on passe aux questions. Merci Guillaume. On avait coupé ta caméra parce que ça coupait un peu, mais on t'a entendu, heureusement. Donc, merci pour ta présentation. Euh, j'ai une première question. En fait, Ouais, il y a je plusieurs me suis un questions. peu inquiété, puis après j'ai vu que ça marchait, Ouais, donc tout va bien. c'est bon, ouais. Ouf. Est-ce que tu peux revenir sur la diapo juste avant, s'il te plaît? Parce qu'en fait, ça illustre, il y a plusieurs questions en fait liées à cette diapo, je pense. Notamment une question où on me demande est-ce qu'on peut inclure dans le plan d'action du groupe une formation pour réaliser des tests bêches ou autre chose. Et aussi, est-ce qu'il peut y avoir des achats groupés qui peuvent être prévus pour le Sensin ou les pinces, quoi. En fait, tout ça, finalement, c'est la question derrière, c'est comment je peux utiliser à bon escient le budget prévisionnel de mon groupe, qui est de 13 600 euros, pour des leviers qui sont liés à la fertilisation et au pilotage plus fin de la fertilisation sur la campagne. Et donc la réponse est oui, du moment que vous avez un peu cette démarche-là que vous a présentée en fait Guillaume. C'est-à-dire que dans votre projet d'économie d'énergie de votre groupe, pour bien définir vos objectifs. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire avec mon groupe sur le poste de consommation engrais, quoi. C'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Parce que ça se trouve, ils ont déjà fait pas mal de choses. Et donc, bien cibler avec eux, en fait, les trous qu'il y a dans la raquette, de ne pas refaire ce qu'ils connaissent déjà. Déjà, ça, c'est un premier point. Et ensuite, s'il y a vraiment un besoin spécifique, de bien le cibler et après de bien définir en fait un protocole d'accompagnement depuis le début jusqu'à la fin de l'année avec bah, cette démarche que vous a présentée Guillaume. Et s'il y a un besoin particulier d'utiliser en fait le budget du groupe pour pouvoir réaliser en fait ce protocole et puis acquérir des références et faire monter le groupe sur des questionnements qu'ils ont, alors là, dans ce cas-là, oui, il y a une possibilité d'utiliser l'enveloppe de 13 600 euros pour ça, quoi. Donc, concrètement, pour acheter quelques pinces, tester des choses, par exemple, ou faire des analyses de sol, c'est justement l'objectif hein, de ce budget, hein, c'est de pouvoir l'utiliser à bon escient. Tout ça, bien sûr, le budget, je rappelle, il est validé par le pilote régional au moment où vous remettez votre projet d'économie d'énergie. Et il faut avoir une vision globale de votre projet d'économie d'énergie avant de pouvoir statuer sur globalement le budget prévisionnel que vous envisagez à votre groupe. Est-ce que c'est feu vert ou feu jaune? Il faut revoir quelques éléments. Voilà, donc là, Guillaume, du coup, il y avait ces premières questions, je me suis permis d'y répondre parce que c'est vraiment par rapport au programme et comment on utilise l'argent, etc. Il y a une question qui a été posée par rapport au reliquat azoté. Alors, je ne sais pas si tu peux revenir sur le Ouais, pas de souci, diaporama, très bien. sur les trois reliquats, là. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire les trois reliquats pour montrer aux agriculteurs les pertes et aussi donc ben, quel est l'intérêt des intercultures? Tu vois, puis est-ce que tu peux réexpliquer du coup pour toi, est-ce qu'il y a un intérêt à faire les trois et Ouais. dans quel objectif, quoi? Ouais, alors les trois vont vraiment avoir un intérêt en fonction de ce qu'on veut faire. Par exemple, un reliquat post-récolte, ça va être intéressant quand vous allez avoir, entre guillemets, un accident de culture. Par exemple, si vous faites 2 fois moins de rendement que prévu, forcément le reliquat va être plus important parce que du coup la plante n'aura pas consommé tout ce que allez lui apporter. Donc ça peut être intéressant de le mesurer à ce moment-là. Donc ça se fait classiquement au mois d'août pour se dire bon, si j'ai 20 unités d'azote en post-récolte, bon bah c'est pas beaucoup d'unités, je vais me dire oula,
peut-être que je mette vite un couvert pour récupérer l'azote qu'il y a dans les sols, sinon je vais le perdre en lessivage et donc ça va être une perte sèche économique pour moi. Donc à ce moment-là, si je sais que j'ai un accident de culture, le post-récolte peut être intéressant. Après, pour le reliquat d'entrée d'hiver, ça va être plutôt intéressant dans les années où vous allez avoir un automne à la fois humide et chaud. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand l'automne est humide et chaud, les sols ils minéralisent beaucoup. Et donc, si votre culture ou votre couvert est pas implanté ou peu développé, vous pouvez avoir des risques de lessivage. Et donc, toujours pareil, risque de lessivage égale perte en argent, quoi. Donc, ça peut être intéressant de faire un reliquat d'entrée d'hiver en disant, bon, est-ce que je fais un couvert en fonction du résultat, quoi. Mais après, pour moi, le plus intéressant d'un point de vue fertilisation, c'est le reliquat sortie d'hiver parce que lui, il va t'indiquer l'azote présent utilisable par la culture en fin de cycle. Donc là, c'est vraiment celui-là, il a vraiment un intérêt pour le pilotage du dernier rapport d'azote. Merci Guillaume. Il y avait une question, je pense que tu y as répondu en live, mais je la repose quand même. C'était entre le N-Tester et le Sensin, lequel est le plus fiable? Et moi, j'avais un début de réponse, mais j'avais l'impression que tu disais que finalement, entre les pinces et une analyse de sève, bah, c'était l'analyse de sève qui était la plus fiable. Mais par contre, bah, c'est un peu compliqué si t'es pas armé pour lire l'analyse et comprendre. Et ça prend un peu de temps aussi, il faut savoir. Voilà. Donc en fait, il y a des avantages et des inconvénients entre les deux. Mais est-ce que peut-être entre les deux, est-ce qu'entre N-Tester et Sensing, toi, tu connais un peu la différence ou est-ce que c'est kiff-kiff? Ouais, alors c'est une bonne question et je vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave. Je pense, avec la connaissance que j'en ai pour les avoir testés, que N-Tester est plus fiable que Sensine aujourd'hui. Par contre, N-Tester ne mesure que l'azote, alors que Sensine mesure plein d'autres choses. Donc aujourd'hui, Sensine semble moins fiable, mais est en train de travailler pour fiabiliser son outil. Donc, à choisir, aujourd'hui, je choisirais N-Tester pour la partie azote. Si je veux avoir un truc un peu plus complet, je choisirais Sensing dans ce cadre-là, tout en sachant que, comme tu le disais, Adrien, si je veux un truc fiable sur ce que Ah, Guillaume, on t'a perdu. je t'ai plus, Adrien, j'espère que je vous ai pas perdu. Ah oui, si, tu nous as, on t'a perdu pendant quelques Ah, c'est secondes. bon, je suis revenu, je crois. Ouais, si tu peux redire Parce que la je fin. pense qu'il y a un petit décalage, mais je pense qu'on est bon. Dire uniquement l'azote, je choisirais une tester. Si je veux me faire un peu plaisir pour regarder les autres éléments, je choisirais Sensine. Mais qu'est-ce que j'ai dit à la fin? J'ai dû dire que Sensine est en train de calibrer son outil, donc ça va être de plus en plus précis. Et si j'ai dit ça à la fin, si je veux être complètement précis et fiable sur les éléments présents dans une plante, je partirais plutôt sur l'analyse de sève. Ok, merci. Il y a une question, c'est est-ce que N-Tester Sensing, ça fonctionne en viticulture? Alors, Sensine, oui. N-Tester, je ne sais pas, parce qu'en fait, N-Tester va comparer à comment on appelle ça? Des références. Je sais que Sensine ont des références en Viti, mais N-Tester, je sais pas. Faudrait regarder. Je peux pas vous dire. Ça marche. Et toujours pareil par rapport à ta dernière diapositive où bah, tu proposes bah, une démarche en fait pour l'année. Là, tu nous l'as proposé sur le blé. Est-ce qu'il y a des choses qui sont transposables pour la viticulture ou Ouais. pour d'autres OTEX comme le maraîchage? Est-ce que
tous ces outils, en fait, ils peuvent être utilisés de la même manière ou est-ce que bah, là, on vient de dire justement que le N-tester, bah, potentiellement, peut-être pas. Voilà un peu, est-ce que tu aurais un peu le pendant sur la Viti ou d'autres types de cultures? Ouais, alors effectivement, on va dire dans le squelette, dans la mécanique, ça sera la même, c'est-à-dire bilan de campagne, des tours de plaine, des formations, tout ça, en fait, c'est globalement la même chose, mais effectivement, les outils vont devoir s'adapter à l'OTEX, donc les PPF, les analyses de sol, tout ce qui est drone et satellite, ça fonctionne sur tout. La méthode merci, elle fonctionne sur tous les couverts. Après, sur les trucs très spécifiques, sur les pinces, Sensine fonctionne normalement sur à peu près tout. N-Tester, en fait, pour l'avoir, moi je l'ai utilisé camblé, mais il faudrait regarder si c'est utilisable autrement. Et après, dans les autres outils présentés, en fait, je pense que on va dire globalement, tous les outils sont adaptables parce qu'ils vont comparer à une référence. Donc, les drones, les satellites, les analyses, tout ça, ça marche. Et après, les pinces, c'est vrai, faudra vraiment vérifier. Je suis pas sûr de moi, ça. Ouais. Je sais qu'en viticulture, parce que j'ai l'impression qu'il y a des questions vraiment dédiées sur ça, la première promo, n'hésitez pas, là, si vous êtes des animateurs de la promo 2 ou 3, d'aller voir un peu ce qui a été choisi chez les viticulteurs de la première promo. Et je sais qu'ils veulent tester de la modulation de dose d'engrais pour certains en fonction d'une carte avec photo satellite de la vigueur en fait de la vigne et donc de pouvoir moduler en fait les apports d'engrais euh, à partir d'un GPS embarqué voilà et donc je sais que c'est en test donc retournez vers vos pilotes régionaux. Il me semble qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs animateurs de la promo 1 qui ont choisi ce genre d'outils à tester avec un protocole. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous tourner vers votre pilote régional pour en savoir plus et vous mettre en relation avec les animateurs Viti qui ont mis ça en place sur la promo 1. Euh, Est-ce que j'avais encore des questions? Et Je puis maintenant que vous regarde. connaissez, Ouais. vous avez vu un peu les grandes catégories d'OAD, n'hésitez pas à regarder si vous avez des trucs spécifiques pour la viticulture, parce que je suis sûr que ça existe. C'est juste que là, j'ai pas adressé le tableau de tous les OAD, mais des OAD de terrain, des OAD numériques, les grandes catégories que je vous ai présentées, je pense qu'il y en a en Viti, c'est sûr. Maintenant, il faut aller fouiller un peu, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Mais ça existe, je pense que ça existe. Merci. Et il y a Jean-Jacques, tu voulais poser une question oralement. Je t'invite, tu peux. Oui, merci. En fait, juste par rapport effectivement aux photos aériennes, moi j'avais prévu avec un prestataire de recourir à ça. Est-ce que il serait suffisant de réduire ou augmenter sa vitesse lors de l'épandage? Parce qu'en clair, on n'a pas le matériel suffisamment fiable après hein, pour piloter. Le seul levier, c'est d'aller plus ou moins vite sur les zones à vigueur différente, quoi. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ces photos si derrière on a uniquement ce levier vitesse? Ça, c'était ma première question. Et surtout, la question que je voulais poser, je l'ai déjà posée à plusieurs reprises, mais je ne suis pas Alors, convaincu de la réponse. C'est au sujet de la partie fertilisation dans le diagnostic. Moi, je suis en viticulture, donc j'ai de nombreux vignerons qui utilisent des engrais organo-minéraux. Et dans le questionnaire, on a soit la quantité totale d'engrais organominéraux en tonnes, mais on a aussi azote moyen, phosphore moyen, potasse moyen. En fait, donc j'imagine qu'il faut surtout pas remplir les deux, sinon c'est redondant.
c'est ce qu'on m'a confirmé. Mais quelque part, c'est dommage parce que si on met la totalité, la quantité d'engrais organominéraux apportés, on ne renseigne pas les unités potasse, phosphore, azote. Donc je suis un peu frustré par cette partie fertilisante du diagnostic. Ouais, on pourra revenir vers toi là sur cette deuxième question, mais effectivement, tu fais bien de ne pas le mettre en doublon. Eh oui. Euh, pour autant, toi, quand tu suis tes viticulteurs, tu peux noter en fait ce que ça donne en Ah, bilan azote, bilan phosphore, bilan potasse, parce que c'est important. bien sûr. Voilà, mais effectivement, sur la part énergétique, puisqu'on regarde que ça, bah, c'est plutôt important de ne pas le compter en double. Voilà, ça, c'est la première partie une partie pour ta deuxième question. Et la première question, Guillaume, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que si finalement la question, si je la résume, c'est si je paye un abonnement et un test pour avoir les photos aériennes qui me disent où est-ce que je dois mettre ben, plus ou moins d'engrais azotés sur ma vigne, mais que j'ai pas vraiment le matériel pour pouvoir le faire, est-ce que c'est quand même intéressant de se lancer là-dedans ou est-ce qu'il faut quand même investir un minimum ou voilà, est-ce que la question de la fiabilité une fois qu'on sait comment on le traduit sur le terrain, peut-être. Est-ce que adapter la vitesse, tout simplement, c'est Ouais, suffisant? c'est une super question, Jean-Jacques. Ouais. En gros, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que effectivement, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est une carte qui a été faite à travers la visualisation d'un drone ou d'un satellite suffisamment précise pour être intégrée ensuite dans un épandeur qui est équipé d'une modulation intraparcellaire. Néanmoins, vous pouvez tout à fait ne pas aller jusque-là. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait uniquement demander les cartes. Donc là, si par exemple on prend dans votre cas, Jean-Jacques, vous n'avez pas la modulation intraparcellaire et vous pouvez juste réguler à l'avancement. Eh bien, si je prends l'exemple de la carte qu'il y a là, on voit globalement qu'il y a, on va dire, deux zones. On va dire à droite, c'est un peu plus poussant qu'à gauche. Donc si moi j'étais agriculteur, je me dirais, bon bah, je coupe mon... à droite, je vais fertiliser un peu plus que à gauche. Et en fait, je vais décider de mon plein gré des grandes zones et appliquer la même chose aux grandes zones. Ce qui est pas du tout la même réflexion que ce qu'on disait tout à l'heure avec le module intraparcellaire. On pourrait faire comme ça, en fait, pour votre cas. D'accord, mais merci infiniment. Ouais, merci, c'est très clair. Est-ce qu'il y a encore que on peut encore prendre une ou deux Avec plaisir. questions? Je pense qu'on a répondu à toutes les questions dans le chat si on n'en a pas perdu au passage. N'hésitez pas à poser une question directement là si vous en avez encore une. On a encore quelques Allô, petites minutes. bonjour. Ouais. Bon, merci beaucoup, c'était très concret et très rattaché à ce qu'on doit faire, donc c'était très intéressant. Euh, Moi, quand je leur pose la question des engrais, des phytos, bah, effectivement, je savais pas forcément ce que ça voulait dire, donc là, j'y vois un peu plus clair, donc c'est vraiment génial. Par contre, des fois, ils vont donner les marques. Et quand on leur dit est-ce que c'est un biostimulant ou pas, des fois ils savent pas eux-mêmes. Du coup, là, je sais pas trop comment faire. Moi, dans mon compte-rendu, j'écris le nom des produits qu'ils me disent. Mais du coup, si eux, ils savent pas si c'est plus un cuivre ou un soufre ou un biostimulant ou un engrais minéral ou pas, quand j'ai le NPK, je répartis dans les moyennes. Mais quand ils savent pas si c'est un biostimulant ou pas, je le mets, mais sans conviction. Est-ce que Adrien ou Guillaume, enfin voilà, comment faire dans cette situation? Je comprends bien ce que vous dites, Éléonore, parce que on le voit souvent, ça. Alors, vous avez plusieurs stratégies. Soit l'agriculteur, il a un cahier d'enregistrement, on va dire, papier. Et là, pour le coup, bah, vous aurez pas le choix de faire ce que vous faites, c'est-à-dire de noter le nom du produit et d'aller fouiller après sur Internet. Par contre, si l'agriculteur est équipé d'un outil de gestion parcellaire numérique, type Mes Parcelles, Geofolia ou Smag Farmer, par exemple, vous pouvez demander à l'agriculteur qu'il vous fasse
soit qui vous montre directement le logiciel et vous allez trouver, c'est assez simple dans les logiciels, une synthèse en fait des fertilisants qu'il met dessus. Et dans ces logiciels, il vous précise le nom du produit avec ce que c'est, si c'est un biocontrôle, si c'est un machin. Enfin, vous allez vraiment avoir le détail. Donc, si c'est maintenant, comme il y a de plus en plus d'agriculteurs qui sont sous des outils numériques, vous pouvez retrouver cette info-là. Et après, sinon, bah, malheureusement, à force, vous allez les connaître parce que vous en aurez pas 50 000 différents. Vous aurez une quinzaine, on va dire une dizaine, une quinzaine de produits différents. Et après, vous aurez l'habitude. Merci Guillaume. Eh ben, sauf s'il y a une dernière question, là J'en j'en ai vois une pas dans le encore, chat. T'en as désolée. une encore? Allez, Oui, vas-y. La j'en dernière pour profite. toi. Non, mais c'est pour trouver ces OAD, donc les fournisseurs, ou pour les études de sol, pareil, les fournisseurs. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le monde agricole professionnel. Donc, en fait, c'est une fois qu'on se dit, OK, on veut faire ça, mais vers qui on se tourne pour trouver le bon prestataire, le bon fournisseur? Alors, je sais pas si Adrien, tu répondras à ça, mais globalement, comment dire, je vais pas vous donner de nom, même si il y a quand même des grands noms qui ressortent. Euh, c'est un peu, enfin, je suis un peu coincé parce que moi, je veux pas vous vendre un nom, tu vois, je veux pas te dire tel labo, tel labo. Par contre, je sais pas si dans le programme Fabacé, Adrien, tu as des partenaires auxquels cas tu pourrais renvoyer. Ouais, ouais, ça fait un peu partie de notre réflexion, c'est de vous apporter des billes et pareil, on veut pas cibler vers un fournisseur plutôt qu'un autre. Enfin, c'est pas l'objectif, mais par contre, si vous êtes perdu, de vous aider à choisir là-dedans, dans la jungle de ce qui existe, et de pareil d'avoir un peu un avis. Et puis en fonction aussi des offres que vous avez dans le coin, quoi. Donc ça, on peut vous aider. Donc dites-le nous par mail si vous avez un besoin. Et avec Agathe, on réfléchira à la meilleure manière d'y répondre. Mais c'est quelque chose qu'on s'était noté depuis un moment. C'est le déploiement finalement du budget prévisionnel. Une fois qu'on s'est dit, j'ai l'intention d'acheter ça ou de faire ça avec mon groupe, vers qui je me tourne dans la phase suivante qui est j'ai des devis, je le soumets à mon pilote régional et c'est OK et on part. Mais même avant ça, c'est déjà de choisir et d'identifier en fait les différents fournisseurs qui peuvent y avoir pour, en fonction des dépenses que j'envisage avec mon groupe. Donc, faut pas hésiter à revenir vers votre pilote régional et puis aussi vers nous sur des questions très spécifiques une fois que vous aurez défini votre budget prévisionnel et que vous aurez une vision claire Et c'est là où, pour de moi, ce le que tu serpent se mord veux. la queue, parce Ouais, que pour définir mon budget prévisionnel, il faut que j'ai un ordre d'idée de combien ça coûte. ouais, Et donc ça, il faut que j'appelle quelqu'un pour savoir combien ça coûte. Donc pour ça, c'est un peu le serpent qui mange la queue. C'est que moi, en fait, j'ai besoin maintenant, pour pouvoir faire mon budget prévisionnel avant fin mars, de pouvoir OK. parler avec les potentiels fournisseurs pour qu'ils me donnent un ordre d'idée, même à la louche, même si j'ai pas encore un devis défini, pour pouvoir après en parler avec mes agris. S'il faut, eux, ils vont à ce moment-là me donner un autre fournisseur. Je leur demande déjà des fournisseurs, mais des fois eux-mêmes, ils savent pas. Donc en fait, moi, c'est maintenant que j'ai besoin d'avoir les noms pour les appeler, avoir un ordre d'idée, le mettre dans ma proposition de budget que je ferai aux agris. Et après, la mise en œuvre opérationnelle plus détaillée, c'est un deuxième truc. Mais pour moi, c'est maintenant qu'on en a besoin de ces Ouais, noms. ouais, ben on peut y réfléchir avec toi sur. Il y a deux possibilités pour répondre à ton besoin. C'est déjà de voir avec tes voisins dans la région comment ils ont fait. Et aussi, nous, de pouvoir t'aider sur identifier si tu as, si t'as un besoin, qu'on puisse aussi t'aider sur certaines choses, tu vois, des deux côtés. Mais je pense que le retour d'expérience un peu, c'est que certains qui ont déjà rendu leur copie du budget prévisionnel, ont déjà sondé quelques fournisseurs pour avoir une idée des ordres de grandeur, de prix. Mm. Donc c'est ce que tu dis en fait. Oui, bah, moi, j'ai posé la question dans le groupe WhatsApp PACA. J'attends les réponses. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ok, bah, c'est noté, on revient vers toi. Merci.
Et ben, ça va être le mot de la fin, parce que je vois que on arrive à la fin du webinaire. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce troisième webinaire. Puis rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette série sur la fertilisation et la fertilité des sols. Et merci à Guillaume encore. Merci, bonne journée.